Bonjour à tous. Oui, alors un peu de théorie sur le fonctionnement d'une roue électrique, ça peut pas faire de mal. Depuis que j'en fais, je m'aperçois que beaucoup ignorent certains aspects de son fonctionnement. Or, cela aide quand même pour éviter les situations difficiles comme par exemple le cut-off. Donc j'ai fait une série de trois petites séquences vidéo. Celle-ci c'est la première. Un petit préambule quand même, c'est pas une tentative de vulgarisation, même s'il m'arrive d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait j'aborde des notions de physique de niveau terminal, terminal scientifique, bon, encore faut-il s'en souvenir. Bon, je prétends pas connaître le sujet parfaitement, donc si certains plus trapus que moi en physique ou en électronique ont des remarques complémentaires, elles sont les bienvenues. Je ne connais pas non plus les logiciels embarqués dans les cartes mères, donc je déduis parfois un fonctionnement qui me paraît logique, mais on ne sait jamais, je raconte peut-être aussi des bêtises. Donc ce préambule étant fait, je vais vous parler donc dans cette première vidéo des principes de base du fonctionnement de la roue. J'ai fait une deuxième vidéo qui est prévue sur les relations entre puissance, tension et courant, et puis d'autres sujets. Et puis la troisième en fait est prévue sur les alertes de fonctionnement et les situations atypiques. Alors, donc, le fonctionnement de la roue. Bon, bah, la roue, c'est particulièrement simple comme construction mécanique, toutefois, avant l'arrivée des roues avec suspension, bien entendu. Elle comporte bien moins de pièces mobiles qu'une trottinette, et c'est bien pour ça qu'elle tombe bien moins souvent en panne. Donc, c'est simple, il y a un moteur qui est entouré d'une jante et d'un pneu, et sur ce moteur sont fixés des cale-pieds qui sont en dessous de l'axe de rotation du moteur. La mise en rotation du moteur en avant ou en arrière est commandée par une carte électronique qui est située dans le carter qui protège la roue. Et c'est cette carte électronique qui détecte le souhait d'aller vers l'avant ou vers l'arrière via l'action sur les cale-pieds. Donc grosso modo c'est tout. Le reste, le Bluetooth, l'éclairage, le dispositif de charge, tout ça c'est bien utile, mais c'est pas nécessaire au fonctionnement proprement dit de la roue. Donc, ce qui est crucial dans la roue électrique, c'est bien le fonctionnement de la carte mère et de ses composants électroniques, mais aussi de la qualité des connexions électroniques qui la relient à ses capteurs et à son moteur. Tout incident sur la carte ou les câbles peut être potentiellement très très dangereux. Alors, souvent on me parle du gyroscope à l'intérieur, un gyroscope qui gère tout ça. Bon, à ce stade, je pense qu'il y a une confusion dans la description des composants électroniques qui se trouvent dans cette carte. Un gyroscope, comme vous pouvez le voir, c'est un instrument mécanique ou électronique dont la fonction est de conserver une référence de direction sur un objet en mouvement. On en trouve dans les avions, ils sont alors dans les horizons artificiels, on en trouve dans les bateaux pour conserver un cap qu'on règle au départ, dans les sous-marins, quand vous êtes à 50 mètres sous l'eau et qu'on voit rien à l'extérieur et qu'il n'y a bien sûr pas de GPS, c'est bien utile de savoir dans quelle direction on va. Donc en gros, un gyroscope, c'est un peu comme une toupie dont on entretient en permanence la rotation. Vous avez déjà sûrement lancé une toupie et vu qu'elle gardait une direction fixe, tant qu'elle tourne suffisamment vite. Bon, il existe aussi des gyroscopes électroniques basés sur le même principe mais appliqués à un rayon laser qui tourne dans une fibre optique, mais bon là c'est un peu compliqué et je m'égare un peu. Donc si vous avez déjà démonté votre roue, est-ce que vous avez vu un machin pareil? Non. En plus la roue elle n'a pas besoin de connaître une direction de référence, vous savez très bien où vous allez. Bref, il n'y a pas de gyroscope dans une roue. Le seul gyroscope à la limite qui puisse exister, c'est celui du moteur avec la jante et le pneu quand ils se mettent à tourner. Ça, c'est encore une autre histoire. Par contre, dans nos roues, il y a une gestion de la verticalité de la roue. Ça, vous le constatez quand vous allumez votre roue. Si jamais vous ne l'avez pas positionné à la mise en marche verticalement, ou en tout cas à l'angle que vous avez choisi lors de son calibrage, la roue se redresse toute seule pour atteindre cette position de réglage. Donc cette détection de la verticale, elle est faite par des capteurs qu'on appelle des accéléromètres. Ce sont des composants électroniques qui mesurent l'accélération qu'ils subissent. Si on regarde ce composant, on voit qu'il y a trois sorties correspondant aux axes X, Y et Z, donc les trois axes qu'on a l'habitude de représenter quand on parle de quelque chose qui se déplace dans l'espace. Donc l'accéléromètre, il mesure les accélérations qu'il subit sur ces trois axes. Alors là, je vois certains qui vont me dire, mais de quelle accélération il nous parle? On est immobile, là, il n'y a pas d'accélération. Ben si, quand on est immobile, on a une accélération, on subit l'accélération qui s'appelle la gravité.
la gravité de la Terre, c'est une accélération, elle est dirigée vers le centre de la Terre. C'est elle qui d'ailleurs nous maintient sur le sol. Elle est verticale par définition, puisque c'est la définition de la verticale, et c'est cette accélération qui permet à la roue de savoir justement où se trouve la verticale. Quand la roue se met en mouvement, il y a également une accélération horizontale qui intervient. Bon, cette accélération, dès que vous déplacez un objet d'une vitesse nulle à une vitesse quelconque, vous lui faites subir obligatoirement une accélération. C'est pour ça qu'on parle d'accélérateur dans une voiture. Il y a également une autre accélération qu'on mesure, c'est toujours la verticale, mais quand on mesure l'inclinaison de la roue sur le côté. Grâce à la mesure de cette inclinaison sur le côté, qui peut être en rapport avec la vitesse, si on est dans un virage, la carte mère détecte que la roue est en train de se pencher, et si la vitesse n'est pas en relation avec l'angle d'inclinaison de la roue, la carte mère décide de couper l'alimentation du moteur parce qu'elle fait le constat que la roue est en train de tomber. Et il ne faut pas que le moteur s'emballe parce qu'il n'aura plus d'adhérence avec le sol. Par contre, donc, si on est en virage rapide, en virage, la carte mère va maintenir l'alimentation du moteur, heureusement, et elle fera la relation entre l'angle d'inclinaison qui est lié à l'angle de virage que l'on est en train d'effectuer. Donc il y a bien 3 mesures d'accélération, l'accélération verticale, horizontale vers l'avant et puis horizontale sur le côté. La carte mère mesure également la vitesse du moteur grâce à un capteur qui est placé dans le moteur, qu'on appelle une sonde à effet Hall. Rapidement, l'effet Hall, c'est la naissance d'un champ électrique dans un matériau conducteur qu'on déplace dans un champ magnétique. Quand le moteur tourne, il induit un champ électrique et dont la fréquence, un champ oscillant, dont la fréquence permet de déterminer la vitesse de rotation de la roue. Donc si on revient à ce que je disais sur le fonctionnement, donc quand on essaie d'incliner la roue vers l'avant, celle-ci avance. Le principe de base donc de la roue électrique est de conserver la roue constamment proche de la verticale, enfin du moins l'angle d'inclinaison de la roue proche de la verticale, ou en tout cas à l'angle de calibrage que vous avez choisi, quand on est dans le déplacement à vitesse constante et en ligne droite. Donc la carte va gérer la mise en accélération pour atteindre la vitesse souhaitée, tout en conservant une inclinaison raisonnable pendant la phase d'accélération ou de décélération, pour éviter de vous faire tomber. Et donc quand vous vous penchez sur la roue, ça induit l'inclinaison des pédales, la roue se met en accélération jusqu'à ce que la vitesse souhaitée soit atteinte, et à ce moment-là, elle se remet quasiment à la verticale, ou en tout cas à l'angle de calibrage. Un tout petit peu plus, on le verra, parce qu'il faut vaincre des forces pour avancer. Donc pour créer cette accélération, il faut appliquer une force, force d'ailleurs qui doit être proportionnelle à la masse de l'objet. Dans le cas de la roue, cette force elle est fournie par le moteur, c'est le couple moteur, et c'est lui qui va entraîner le démarrage de la roue. On va passer sur l'étape d'accélération, c'est pas le cœur du sujet de cette première vidéo, on y reviendra plus tard. Et on va passer directement aux forces en présence, donc quand on est à vitesse constante et en ligne droite. Donc il y a 2 forces d'entraînement, il y a la traction effectuée par le moteur, et puis il y a le poids de l'ensemble du wheeler et sa roue. Et il y a 2 forces de réaction, une qu'on appelle la traînée, on va y revenir, et puis une autre qui est la réaction du sol par rapport au déplacement de la roue dessus. La réaction du sol dont une partie s'appelle le frottement. Donc la force de traînée s'exprime par la formule que vous voyez à l'écran. Donc il y a 4 paramètres qui la font varier. Il y a d'abord un coefficient qui est fonction de la densité de l'air, et donc indirectement de la température de l'air, puisque plus l'air est chaud, moins il est dense. Et moins il est dense, moins il offre de résistance à l'avancement. Donc pour à une vitesse donnée, si vous roulez alors qu'il fait 30 degrés, vous irez plus loin que si vous roulez à la même vitesse quand il fait 10 degrés. Autre paramètre S, c'est qu'on appelle aussi la surface mouillée. Grosso modo, c'est la surface que vous présentez quand on vous voit de loin. Si vous êtes gros ou avec des vêtements amples, cette surface elle est plus importante que si vous êtes maigre avec des vêtements ajustés.
Et si vous êtes assis sur votre roue, elle est moins importante que si vous êtes debout. Cx, c'est un coefficient caractéristique de la forme que vous présentez justement dans l'air. Par exemple, les casques des coureurs cyclistes de compétition, les voitures de course, les avions ont des formes aérodynamiques qui font en sorte que ce coefficient qu'on appelle le coefficient de traînée, justement, soit le plus bas possible. VRA. Donc, VRA, c'est la vitesse relative de la roue par rapport à l'air. Là, dans cette formule, elle est au carré, ce qui veut dire que si vous allez 2 fois plus vite, la force de résistance est 4 fois plus importante. Et donc, vous consommez 4 fois plus d'énergie pour aller 2 fois plus vite. Tout ça pour répondre aux gens donc, qui disent par exemple, tiens, j'ai commencé la roue, je faisais 40 km avec cette roue, puis maintenant j'en fais plus que 20. C'est ma batterie, elle est usée, qu'est-ce qui se passe? En fait non, la batterie est peut-être pas usée du tout, en fait c'est parce que vous roulez plus vite, parce que vous avez plus d'expérience, et forcément vous consommez beaucoup plus, parce que vous allez 2 fois plus vite. Pareil, certains comparent des autonomies alors qu'il y en a un qui roule à 10 km/h en moyenne et l'autre à 30 km/h. Ça n'a pas de sens de faire ce genre de comparaison. On peut comparer que des choses dans des conditions identiques. Alors attention, donc, c'est dans la formule de la vitesse, c'est bien la vitesse par rapport à l'air, c'est pas la vitesse sur la route. Si vous avez du vent de face, ce vent il s'ajoute à la vitesse que vous avez sur la route. Et donc il accroît la traînée, la résistance. Donc la vitesse par rapport à l'air, c'est bien la vitesse sol par rapport au sol plus la vitesse du vent. A l'inverse, donc si vous roulez avec du vent dans le dos, ça revient donc à diminuer la traînée et donc à diminuer la consommation d'énergie. L'autre force d'entraînement, elle est relativement connue, c'est le poids. Donc le poids, c'est le produit de la masse par l'accélération qui est la gravité de la Terre. Si le sol est parfaitement horizontal, la force de réaction du sol lui est égale et opposée et donc annule son effet. Par contre, si le sol est incliné, eh bien la force résultante, ça sera exprimée par cette formule, où θ c'est l'angle d'inclinaison du sol par rapport à l'horizontale. Alors maintenant, parlons de la force de réaction du sol. On peut la décomposer sous la forme de 2 forces. Donc il y a d'abord la force de frottement. Elle s'exprime par cette formule. Alors cette force de frottement, elle est fonction d'un coefficient dit de frottement, qu'on appelle en général mu, et qui est lié au type de contact entre la roue et le sol. Pour aller vite, il vaut mieux une roue bien gonflée sur du macadam bien lisse qu'une roue sous-gonflée qui offre plus de surface au sol. De même, si vous roulez donc sur du sable, la surface en contact avec la roue est bien plus importante et offre plus de résistance à l'avancement. Se rajoute l'effet d'enfoncement dans le sable, mais que j'explique un peu plus loin. Cette force de frottement, elle est fonction du poids qui s'applique sur le sol. Donc la formule est un peu compliquée du fait que, en fonction de l'inclinaison du sol par rapport à l'horizontale, seule une partie de la composante du poids, donc celle qui est perpendiculaire au sol, entre en ligne de compte. C'est le cosinus de l'angle en question. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus la masse de l'ensemble roue plus wheeler est importante, plus le frottement est important. Et plus la consommation d'énergie est importante. Donc un gamin de 50 kg, maigre, aura à la fois une faible traînée, parce qu'il ne sera pas un gros, il ne pèsera pas non plus très lourd, donc faible traînée, faible force de frottement. Comparé à une personne de 90 kg qui sera un peu plus enveloppée. Donc une personne de 50 kg pourra atteindre plus facilement une vitesse élevée sur une roue d'une puissance donnée. Deuxième composante de la réaction, c'est celle qui est directement opposée au poids. Donc elle est fonction de l'angle d'inclinaison du sol par rapport à l'horizontale, et selon cette formule-là. Donc toutes ces forces agissent quand on est à vitesse constante et en ligne droite. Si on exécute un virage, il se rajoute une 4e force dite inertielle
qu'on appelle, enfin une cinquième force, pardon, dite inertielle, qu'on appelle la force centrifuge. On y reviendra un tout petit peu plus loin. Du coup, donc, comment on avance? Bon, bah, à tout moment, hein, pour continuer à rouler à une même vitesse, hein, une vitesse constante, il faut que la roue produise une force telle que la somme de toutes les forces soit nulle. Cette force, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la force de traction. Or, vous voyez bien que toutes les forces qui interviennent, elles varient en permanence. Par exemple, s'il y a une saute de vent, s'il y a une bosse sur la chaussée, s'il y a une côte à monter, si j'ai un changement de revêtement, on passe de macadam au gravillon, à de l'herbe, du sable, de la boue. Donc la carte mère mesure en permanence la différence entre les forces de traction, la force de traction qu'elle applique via le moteur et les autres forces, et elle mesure cette différence par les changements de vitesse qu'induisent le changement des forces. Donc s'il y a une force qui augmente, la vitesse aura tendance, enfin si c'est une force de résistance, la vitesse va avoir tendance à diminuer. Donc grâce à la sonde à effet Hall, la carte détecte cela et réaugmente la puissance dans le moteur pour réatteindre la vitesse de consigne en fonction de l'inclinaison de la roue qu'on lui a donnée. Comment s'exprime la force de traction? Alors en fait, hein, donc on parle plutôt d'un couple, hein, du couple moteur. Donc le couple, c'est une force de rotation hein, qui est provoquée par l'envoi d'impulsions électriques au moteur. Ce couple se traduit alors par une force hein, au niveau du contact entre la roue et le sol. Et cette force, elle est liée au diamètre de la roue. Pour un couple donné, plus le diamètre de la roue est grand, plus la force au niveau du sol est faible. Le couple s'exprime aussi comme la division de la puissance du moteur par la vitesse de rotation. Donc pour une puissance donnée, plus la vitesse de rotation est élevée, plus le couple est faible. Donc, je ne vais pas entrer dans les considérations du fonctionnement d'un moteur électrique, mais bon, pour faire simple, plus on envoie d'impulsions dans un laps de temps donné, plus le moteur tourne vite, et plus l'amplitude des impulsions est grande, plus l'intensité consommée par le moteur est grande, et plus la consommation est importante. Donc voilà, donc j'ai terminé pour cette première vidéo. Donc la suivante, ce sera sur les relations entre donc puissance, intensité, etc. Sur cette première vidéo, faites-moi part de vos réactions. Et si bien sûr il y a des choses à préciser ou s'il y a des choses qui sont pas vraies, n'hésitez pas à me le dire, hein, puisque de toute façon l'intérêt c'est qu'on partage tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.